monde, bienvenue à cette présentation sur Jetpack Compose. À main levée, combien d'entre vous ont déjà fait du Compose? Oh, quand même, quand même. Moi aussi, j'en ai fait un peu. Peut-être un petit disclaimer, je ne suis pas un expert en Compose, je me débrouille quand même pas si pire, donc ça se veut vraiment être une introduction. En fait, le but, après cette présentation, ce serait que vous seriez un petit peu quand même à l'aise pour commencer à en faire si vous n'en avez jamais fait. Sinon, ben, j'espère que vous allez apprendre quelque chose de cette présentation. Pour commencer, je peux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mathieu Larue, je suis développeur Android chez Mirigo, ça va bientôt faire 6 ans. J'ai un DEC en informatique que j'ai fait au Cégep de Sorel-Tracy. Sinon, j'ai aussi un baccalauréat en informatique que j'ai fait à l'Université Laval. Puis c'est ça, je suis passionné de course à pied, jeux vidéo, tout ce qui est technologie, le hockey aussi. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va être une introduction incluant les composants de base. Donc, on va voir comment faire des layouts quand même assez simples. On va aussi parler du concept de modifier. On va toucher un peu à la composition. On n'ira pas très dans le complexe. On va rester plus en surface. Sinon, on va regarder l'interopérabilité avec les views, donc l'ancienne façon de faire des layouts. Puis on va regarder aussi du tooling. Je sais qu'il va y avoir peut-être certains overlaps avec la précédente présentation, mais c'est pas très grave. Bon, peut-être pour commencer, ça c'est l'ancienne façon qu'on faisait des layouts avant. On peut voir que c'est quand même assez verbeux. Des fois, il y avait quand même pas mal de code. On avait le code de l'activity, souvent. On avait le layout, on avait aussi le preview. Fait qu'on avait plusieurs windows, puis c'était quand même, c'était correct. Maintenant, en Compose, ben, c'est quand même pas mal plus simple. On peut voir qu'on a notre fameux previewer, notre code qui est quand même assez concis. Les composants UI, comme qu'on va en parler tout au long de la présentation, sont dénotés, en fait, c'est des fonctions qui sont dénotées avec une annotation qui s'appelle Composable. Puis, dans le fond, on est capable d'avoir une fonction Composable spéciale qui est annotée de preview pour avoir, comme que le nom dit, le preview à droite ici dans l'IDE. Les deux principaux buts, selon Google, de Compose, en fait, c'est avoir une haute performance, donc être capable de faire des layouts qui sont vraiment performants, puis aussi que ce soit facile d'en écrire. Donc, comme on a vu tantôt dans la première slide, c'était quand même assez verbeux, donc versus écrire des fonctions, c'est quand même pas mal plus facile. Puis, un fait à noter, là, le pourquoi aussi que la performance est élevée, c'est que chaque composant est mesurable qu'une seule fois. Donc, au lieu de passer plusieurs phases de mesure comme qu'on pouvait faire avant, ce qui était quand même assez coûteux, maintenant, c'est seulement exécuté une seule fois. Fait que ça améliore grandement la performance. Donc, parmi les composants de base, on va voir, là, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Donc, ceux qui sont déjà présentés ici, puis on va les passer en revue. Peut-être pas toutes, mais bon, au moins ceux qui vont être nécessaires pour pouvoir faire des layouts assez de base. Donc, pour commencer, on peut prendre un exemple assez simple, là, le composant de texte. Donc, on est capable d'y assigner les attributs classiques. Là. Donc, c'est sûr, le texte, bien sûr, puis plusieurs autres. Là, donc, tout ce qui est les fonts, tout ça, la taille. Fait qu'on peut voir un exemple ici. Pas grand-chose à dire. Là, c'est pas mal assez semblable à ce qu'on faisait avant. Même chose là, pour une image, en fait, on est capable de passer un painter, donc c'est comme la source de l'image, si on veut. Donc, on est capable de dire, est-ce que ça vient d'une ressource ou de plusieurs autres sources qui peuvent être disponibles. Puis, c'est pas mal ça, le content scale aussi, qu'on est capable de définir un peu comme avant. Dans les layouts peut-être un petit peu plus complexes, on va avoir la colonne qui va être un peu comme l'équivalent au linear layout. C'est pas mal ça. On est capable d'y donner plusieurs sous-composants, puis il va les layouter sous forme que ce soit verticale. Puis on est capable aussi d'aligner le contenu à l'intérieur si on veut qu'il soit centré comme dans cet exemple-là. La row qui va être, si on veut, un linear layout, mais de façon horizontale, donc un peu le même principe, c'est pas trop compliqué, là, pas mal similaire à la colonne aussi.
On a aussi une box, donc si on peut faire un parallèle un peu avec peut-être un frame layout, quand même assez équivalent, là. Donc on est capable de définir plusieurs composants qui vont être, si on veut, affichés en ordre. Donc le premier composant qui va être en haut va être dessiné en premier, aller jusqu'à celui du bas. On peut voir dans cet exemple-là que le premier composant, c'est une image qui représente le background ici, qui est un background là, qui était disponible dans le sample, là, si on veut. Sinon, on a comme l'image qui est positionnée en haut, puis il y a le texte qui est positionné en bas à droite. On va parler tantôt des modifiers, mais on peut voir qu'il y en a un qui s'appelle Align, qui était aligné bottom end. Donc, on est capable de positionner des éléments de façon un peu de façon flottante à l'intérieur du layout de la box. À date, est-ce qu'il y en a qui ont des questions un peu? Ou, oui? Sorry, the last images. Yeah, sure. So the first one, the first image is the background one, right? Yeah, sure. So the first one, the box has the modifier with the size. So the first image has the modifier fill max size, so it will take the space of the parent. Yeah. It behaves like a frame layout, right? Yeah. Similar. Yeah. Pour continuer, on a un peu une sorte de colonne, mais en fait qui est lazy. Donc les composants ne vont pas être tous layoutés d'une seule shot. Pardonnez-moi l'expression. Quand on va scroller, en fait, les composants qui vont apparaître dans l'écran vont être layoutés, si on veut, dynamiquement. Un fait à noter, c'est comparativement au Recycler View, les composants ne sont pas recyclés, donc ils vont être créés puis ils vont être détruits au fur et à mesure qu'ils entrent puis qu'ils quittent l'écran. En fait, le fait de créer un composable, c'est pas vraiment coûteux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir du recycling. Un fait à noter, c'est qu'on est capable de donner une clé, en fait, à chacun des composants. Comme ça, si on quitte l'écran, on revient, on est capable de conserver les positions de scroll de cette façon-là. De la façon qu'on l'utilise, en fait, on a, mettons, notre liste d'éléments qui sont ici dénotés comme étant labels. Encore une fonction à l'intérieur du lazy colonne qu'on va y passer justement notre liste d'éléments. Puis, quand il va créer les composants, il va nous le repasser dans la closure ici. Donc, on va recevoir le label, puis on va être capable de créer notre composable avec cet élément-là de notre liste qui va être en train d'être créé. Il y a aussi l'équivalent, là, on a vu tantôt colonne et row, il y a aussi lazy row qui existe, qui fait un peu comme la même chose que lazy colonne, mais dans l'autre sens. On peut aussi parler des composants de base qui viennent de la librairie Material. Donc, ceux qu'on a vus, c'était vraiment ceux vraiment de base, mais si on va sur le site de Material.io, il y a plusieurs composants qui sont affichés, donc on peut en voir certains d'entre eux. Donc, il va y avoir une carte. Donc, si on veut avoir une sorte de box, mais avec des corner radius, avec de l'élévation, tout ça, il y a une carte qui va être disponible exactement pour ça. Sinon, il va aussi avoir le scaffold, si on veut avoir une disposition avec une toolbar dans le haut, avec du contenu dans le bas et possiblement peut-être même une barre en bas, une bottom bar. Donc, on peut voir aussi que là, il y a une app bar qui est utilisée à l'intérieur. Puis, il y en a beaucoup plus, donc on ne les passera pas toutes parce que sinon, on va être encore ici demain matin. Mais c'est pas mal ça. On peut voir des exemples comme le fameux drawer et autres, là, les bottom sheets aussi. Comme on a pu voir avec le scaffold et tout ça, il existe un principe qui s'appelle les API slots. Donc, il y a des composants qui sont disponibles, mais les composants, en fait, quand on les crée, ils ont des paramètres qu'on peut leur passer qui sont des zones, en fait, dans l'UI qui sont destinées à recevoir un sous-composant. Donc, en fait, la top app bar qu'on a vu tantôt qu'on utilisait va avoir plusieurs sections qu'on peut fournir nous-mêmes notre composable. Donc, en fait, ça permet de maintenir une certaine uniformité tout en étant personnalisable. Donc, si dans la section de droite, dans les actions, on veut passer des actions personnalisées ou des composants custom, on est capable de le faire facilement avec les paramètres qui sont disponibles.
Même principe avec un simple bouton. Donc, on est capable d'utiliser un bouton Material, mais le contenu du bouton est pleinement personnalisable en passant le paramètre ici qui s'appelle Content, qui est défini sous forme d'une closure à la fin de la fonction bouton. Donc, c'est quand même bien utilisé. On a vu tantôt un peu le modifier là, pour définir la taille. Bien, ça permet de personnaliser les composants. Donc, il y a certains attributs qui vont être passés directement dans la fonction. Donc, des fois, quand on utilise une card, on va pouvoir passer le background color, les attributs pour personnaliser la card en tant que telle. Sauf que des attributs plus basic, là, comme le padding, que ce soit l'alpha aussi, ou bien une simple action, donc qui est définie avec cliquable, on va passer par le modifier pour pouvoir le personnaliser. Dans le fond, Modifier, c'est une simple interface qui n'a pas grand-chose dedans. Comme on peut voir là, dans l'image de droite, là, il va y avoir quelques méthodes. En fait, ceux qu'on va utiliser le plus souvent, que ce soit padding, tout ça, c'est finalement de la façon que c'est fait, c'est des extension functions. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de créer nos propres modifiers custom. Tout ce qu'on a à faire, c'est de créer une méthode d'extension sur modifier, comme Compose nous offre la possibilité déjà d'utiliser, puis ça nous permet d'en créer des customs facilement. Sinon, ben, il y en a qui sont disponibles en fait seulement dans un scope précis. Donc, un scope, c'est quoi? C'est quand on crée, admettons, une row, ce qu'on va recevoir en fait comme étant le receiver de notre lambda qu'on va implémenter, ça va être un row scope. Donc, le row scope, lui, va définir un ensemble de modifiers qui sont disponibles seulement pour, dans ce cas-ci, une row. Donc, comme on se souvient, avec un linear layout, on est capable d'utiliser des weights pour chacun des enfants, donc pour pouvoir les distribuer comme qu'on veut. Bien, c'est possible aussi de faire la même chose avec une row. Puis comme on peut voir, la fonction weight est seulement disponible à l'intérieur de l'interface rowscope. Donc on ne peut pas utiliser la même fonction weight pour, exemple, une colonne, ou à moins que la colonne le définisse aussi weight, mais pour une box, admettons, ça ne sera pas disponible sur un box scope. Oui, bien sûr. Yeah, sure. I mean, like, we don't have access to the way without the row scope? No, because the extension function is defined on the modifier that is only available inside the body of the interface of the row scope. Yeah. Dans le fond, en parlant de modifier, l'ordre qui sont définis, c'est vraiment important. Donc, en fait, on peut voir un exemple de layout ici. Dans le fond, les modifiers sont appliqués de haut en bas. Donc, le premier modifier qui va être appliqué visuellement va être le premier qui va être défini en haut. Donc, comme on peut voir, le background rouge va être défini en premier. Ensuite de ça, on va appliquer du padding. Puis, il n'y a rien qui nous empêche de redéfinir du padding plus bas. Donc, ça va vraiment être affiché en ordre. Puis, l'endroit où est-ce que, par exemple, on va utiliser la fonction cliquable va vraiment avoir de l'importance. Donc, le premier exemple qu'on a ici, ce qui est cliquable, c'est vraiment appliqué sur tout de suite après le background qui est vert. Donc, je ne sais pas si on peut voir un peu, mais le ripple, il est vraiment appliqué sur la zone verte. Versus en bas ici, le cliquable, il est appliqué sur le background rouge. Donc, c'est vraiment le carré au complet rouge qui va être cliquable. Donc, ça nous permet en fait d'être créatif puis d'utiliser en fait les attributs de façon assez personnalisée si on veut. On peut parler de la marge. Dans le fond, la marge en Compose, ça existe comme pas vraiment. Le concept existe, mais en fait, c'est appliqué avec du padding. Donc, comme que je viens de mentionner, le padding, ça l'importe où est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, si on va avoir notre image ici qui possède une couleur de fond en background, mais on veut qu'il y ait de la marge autour, bien, on va appliquer le padding en premier, puis on va appliquer le background à la fin. Comme ça, bien, le padding va être appliqué avant même d'avoir défini que ce soit la taille ou même le background. Donc, comme on peut voir, visuellement, il y a de la marge, mais il n'y a pas la notion de marge qui existe. Ça prend un petit peu de temps avant de s'habituer à ça. Là. Sur le coup, c'est comme, bon, ben, je veux juste appliquer du margin, mais finalement, tu peux comme pas, malheureusement.
On peut parler de composition un peu. Donc ça, c'est bien beau avoir des layouts statiques comme ça, sauf que souvent, nos compositions vont avoir des états. Donc, il y a comme une certaine façon pour handler ça. Donc, en fait, pour avoir en fait de la composition, il y a deux concepts qu'il faut maîtriser. Il y a comment on déclenche une recomposition. Donc, en fait, notre fonction qui se fait appeler, qui va layouter en fait tout notre layout, il va avoir façon de la recaller une deuxième fois pour pouvoir updater le UI. Puis, au travers de ces deux calls-là, il va falloir pouvoir conserver des valeurs parce que si une fonction se fait caller plusieurs fois puis qu'on assigne une valeur par défaut, bien, si on ne sauvegarde pas cette valeur-là, bien, elle va se faire resetter avec sa valeur initiale. Donc, pour prendre un exemple simple, on a un composable text qu'il y a l'attribut cliquable dessus sur le modifier. Donc, quand on va taper sur le texte, on veut incrémenter un counter. Donc, c'est l'exemple assez classique. Manquer d'imagination un peu ici. Donc, en fait, pour pouvoir déclencher en fait une recomposition, on va utiliser ce qui s'appelle un mutable state. Donc, dans ce cas-ci ici, la valeur 0 va être mise dans le mutable state. Donc, en utilisant ça, on va être capable de triggerer une recomposition. Donc, si on tape dessus, on voit qu'il ne se passe absolument rien. Puis le pourquoi, en fait, c'est la deuxième partie de ce que j'ai mentionné tantôt, c'est qu'il faut pouvoir se souvenir d'une valeur. Donc là, présentement, on tape sur le texte, mais ce qui se passe, c'est que ça recompose toute l'arbre, ça repasse par la fonction, puis ça réassigne 0 dans le counter. Fait que dans le fond, ça ne marche pas pantoute. Donc, pour que ça fonctionne, il faut utiliser en fait la fonction qui s'appelle remember. Ce que ça va faire, c'est que ça va se souvenir quand même assez magiquement de la valeur tout au long de la recomposition. Donc, on va assigner la valeur par défaut dans le mutable state comme tantôt, mais on va mettre ça dans un remember. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que quand que la recomposition va se faire, la valeur va être sauvegardée. Donc là, notre clic fonctionne bien. On pourrait aller quand même assez deep dans ce sujet-là, mais je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir faire des cas quand même assez simples. Sinon, si on continue avec l'interopérabilité, avec l'ancienne façon de faire des views, donc ça peut arriver que des fois, quand on intègre Compose dans un projet un petit peu plus vieux, qu'on ait des vues qu'on veuille réutiliser en fait. Donc, exemple, si on a un certain layout plus ou moins complexe, comme qu'on peut voir dans l'XML ici, pas vraiment complexe, mais dans le fond, on a comme notre text view qui est dans le linéaire layout, puis on veut pouvoir, admettons, insérer une vue ou un composable, si on veut, de Compose. On va utiliser Compose View. Donc, Compose View, lui, va servir, si on veut, de contenant pour pouvoir mettre notre Composable dedans. Quand on va arriver dedans notre Activity, on a juste à faire un bon vieux Find View by ID pour aller chercher sa référence. Puis, on va appeler une méthode qui s'appelle setContent. Comme qu'on peut voir à l'intérieur, c'est un petit peu plus familier. On va avoir notre texte de tantôt qui va avoir même son propre thème à l'intérieur. Puis, c'est ça. Ce que ça donne, c'est vraiment avoir un texte qui va se faire mettre à l'intérieur d'un XML comme ça ici. Puis, on peut aussi faire l'inverse. Donc, si jamais on a une vue custom de l'ancienne façon de faire, puis on a notre nouveau layout Compose, puis on veut vouloir le mettre à l'intérieur. Il y a ce qui s'appelle Android View qu'on peut caller. Donc, lui, il prend une factory. On est capable d'instancier notre vue à l'intérieur. Puis, quand il va y avoir des recompositions ou un update du UI, si on veut, il y a la méthode update qui va se faire appeler. Puis, à l'intérieur de ça, on peut aller updater notre vue. Donc, tout ça à l'intérieur, si on veut, d'une fonction composable. Si jamais notre layout provient d'un XML, c'est facilement utilisable avec Android View Binding, qu'on est capable de passer notre View Binding à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent? On est rendu dans la partie un peu de tooling. Donc, comme on a pu voir tantôt dans l'autre présentation, il y a plusieurs outils qui vont nous permettre d'être disponibles pour que ça soit analyser nos composables ou bien même nos animations. Donc, on va voir certains nouveaux outils qui sont disponibles dans Android Studio.
Un peu comme qui existait avant, on est capable de déterminer si notre composable est à l'intérieur d'un preview ou bien s'il est utilisé s'il est vraiment déployé en fait. Donc, on va pouvoir utiliser Local Inspection Mode. Donc, en inspectant cette valeur-là, on est capable de déterminer, dépendamment si on est dans le preview ou non, de changer certaines valeurs. Donc, des fois, ça peut être pratique. Certains cas qu'on a eu récemment, des fois avec, ça peut être des vidéos players ou des vues quand même assez complexes qui ne sont pas nécessairement disponibles à l'intérieur d'un preview, puis ça fait que le preview, malheureusement, il crash ou il fait des erreurs. Donc, on est capable des fois d'aller insérer certains ifs si on veut vraiment utiliser notre preview, quitte à les enlever plus tard là, si jamais, mais ça peut quand même être vraiment pratique d'utiliser ça. Can you do that? What's the benefit of using that local inspection mode or like what that means is like it's just for previews? Yeah, you can have some preview data if you want, or if you want to make some, like I said, not some acts, but if you want to preview your composable, but in some cases there are some composable that are not previewable either because they are some old-fashioned Android views or they have some attributes that are not available in the preview. So by wrapping only this part of the composable inside the if, you can preview all the other tree of composable, even if the one that breaks the previewer is not included. Or you mean it's like just to if I want to preview subcomponent, I can use this one, right? I'm sorry? If I just want to preview the subcomponent. If you want to preview a single composable, you can, in this example, the content composable is used as preview, but you can use the preview on any other composable if you want. So you can wrap your composable, you can isolate it, and you can preview only this composable. So if you want to only have one inside your previewer, you can use the preview annotation as you like. Sinon, il y a les Show System UI puis le Interactive Mode qu'on peut utiliser. Dans le fond, le Interactive Mode, ce qui est bien, c'est que ça permet d'utiliser un composable à l'intérieur du previewer, puis ça permet, comme le nom l'indique, d'être interactif. Donc, si on veut tester une colonne ou on veut tester des animations, des ripples sur des boutons, par exemple, ça nous permet de le tester rapidement à l'intérieur du previewer. Puis, on peut même inclure le flag Show System UI pour que ça ait l'air un peu d'être dans un vrai device. On peut aussi déployer notre preview sur un vrai device. Donc, si on veut avoir vraiment un vrai fil, si on veut, sur un vrai device, on est capable de le déployer. L'avantage de faire ça, c'est que le preview va être, si on veut, wrappé comme si c'était dans la vraie application. Donc, il va utiliser en fait les mêmes contextes, que ce soit les permissions, les thèmes. Donc là, présentement, ce n'est pas un très, très bon exemple pour le thème, là, parce que c'est pas mal blanc, là, mais en fait, si on avait comme une app moindrement plus compliquée, qui a un certain theming ou certaines permissions, de quoi un petit peu plus complexe, ça permet à cet unique composable-là d'être utilisé comme si c'était dans le contexte d'une vraie application. Versus le previewer qui est là, qui est juste un simple preview avec un background d'une couleur donnée. Sinon, on est capable d'avoir plusieurs composables qui sont previewés en même temps. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de leur donner un nom puis d'utiliser plusieurs annotations. Comme ça, ça nous permet d'en avoir plus qu'un à la fois, ce qui peut être vraiment pratique. Puis, il y a aussi, c'est ça, des annotations custom qu'on peut faire. Donc, dans chacune des annotations preview, on peut utiliser plusieurs attributs qui sont disponibles, que ce soit une spec d'un device, là, comme avec des widths, des heights, certains DPI. Ça peut être aussi des couleurs de background. Donc, il y a différents attributs qu'on peut jouer avec comme ça. Ça peut même être des thèmes. Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la nouvelle version d'Android Studio Dolphin, il y a un éditeur de preview qu'on est capable d'accéder à partir de la gouttière à gauche, la gutter, si on veut. Donc, il y a comme un petit trou d'engrenage qu'on peut taper.
Puis, il y a tous les attributs qui sont là. Fait que c'est quand même assez bien. Un fait à noter, c'est qu'il faut que ça soit des constantes. Donc, si on veut utiliser une couleur qui est définie dans un thème ou quoi que ce soit, on ne peut pas vraiment, il faut que ce soit l'exa qui est mis directement là. Sinon, il y a le Live Edit qui est disponible, la version Live Edit of Literals, qui est en fait, tant que ça ne touche pas à la structure en fait, du code, mais qu'on change seulement des valeurs. Comme qu'on peut voir dans l'exemple ici, on est en train de changer la taille du texte puis la valeur, puis ça s'update automatiquement. Si l'application est déployée présentement sur un device, ça va l'updater en temps réel. Même chose pour le preview. Oui, dans mon exemple ici, je pense que le padding, je l'update. Donc, le padding, ça va fonctionner, sauf que si on rajoute un nouvel attribut de padding, donc présentement, c'est un padding, si on veut, qui est utilisé sur toutes les bordures, donc, le top, left, bottom, tout ça. Si on rajoute un padding, puis on lui dit, OK, je veux que ça soit un padding maintenant qui est vertical, là, il va falloir utiliser la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle juste Live Edit, qui lui permet de supporter, de changer, si on veut, la structure de ça. Je n'ai pas d'exemple ici, puis c'est quand même assez expérimental, mais ça va être supporté bientôt. Pouvoir ajouter, si on veut, un deuxième texte, pouvoir changer la structure au lieu que ce soit une colonne, que ce soit une row. Présentement, ce qui fonctionne quand même assez bien, c'est seulement les valeurs, que ce soit les valeurs texte, les valeurs de taille. Présentement, c'est ce qui fonctionne assez bien, là. Il y a aussi ceux qui sont familiers à faire du Android, là, le Layout Inspector, il fonctionne quand même assez bien aussi avec Compose. Comme on peut voir, il y a la vue 3D qui est disponible. Ça permet aussi, là on ne le voit pas, là, mais d'inspecter les attributs. Donc c'est quand même des fonctionnalités assez de base. On peut voir là, les bounds des vues et tout ça. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut voir aussi les recompositions. Donc j'ai un exemple de tantôt similaire avec un bouton puis un label qui se fait mettre à jour à chaque fois qu'on tape sur le bouton. On peut voir là, que ça vient rouge dans le Layout Inspector en temps réel. C'est l'endroit où est-ce que les recompositions se font. Ça permet aussi de personnaliser la couleur. Donc, si on ne veut pas que ça soit rouge parce que notre background, par exemple, est déjà rouge, on peut faire en sorte que ça soit bleu ou vert ou d'une autre couleur. Quand même pas pire. Puis on peut voir dans la partie de gauche le nombre de recompositions qui sont appelées sur autant le texte que le bouton. Donc là, dans l'exemple, je suis en train de taper dessus une couple de fois, puis on peut voir que ça se met à jour en temps réel dans la partie de gauche. Puis ça, dans le fond, ce qui est bien, c'est que ça permet de, quand on a des layouts qui sont un petit peu plus complexes, puis que les recompositions sont faites pas seulement à partir d'une source comme ça, d'un bouton, mais des fois, ça peut provenir de sources un peu plus dynamiques. Des fois, ça peut aider pour améliorer la performance de notre application parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait trop de recompositions. Donc, on est capable de voir le nombre exact de cette façon-là assez facilement, puis où est-ce qu'il arrive. Donc, si on a une application qui devient un petit peu plus lente, ça peut être quand même assez pratique. Puis c'est ça, je n'ai pas vraiment parlé des animations parce que je voulais seulement couvrir les bases, mais il y a aussi un previewer d'animation qui existe. Donc, on est capable de changer la vitesse des animations, jouer avec le curseur pour voir que ça a l'air. Puis aussi, il y a pour afficher les valeurs courantes à un temps donné. Donc, quand on glisse le curseur, on est capable de voir les valeurs, que ce soit les valeurs en DP, les offsets, les hauteurs, tout ça. Ça est quand même assez pratique pour débugger les animations puis pour changer leur vitesse, voir qu'est-ce que ça donne sans avoir à faire des changements puis à redéployer l'application. Ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions?